You know far, you know far. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Journal d'une doctorante, le podcast qui met en lumière les rouages de la thèse. Ici on parle sans tabou de la vie des doctorantes et des doctorants, de leurs difficultés et de leurs joies. Mais on partage également des tips. Produit et monté par Alice Yilmaz. On se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode de la série Comment rédiger sa revue de la littérature, en compagnie de Martine, doctorante en économie. Elle revient sur son parcours de rédaction, ce qui lui a semblé difficile et ce qu'elle aurait fait différemment. Très bonne écoute à toutes et à tous. Alors, bonjour Martine, merci d'avoir pris ce temps pour partager ton expérience autour de la rédaction de ta revue de littérature dans ta thèse. C'est mon plaisir. Donc, tu es doctorante en économie. Est-ce que tu pourrais peut-être plus te présenter en quelques mots, préciser ton domaine d'études et les recherches que tu mènes dans ta thèse? D'accord. Alors, moi, c'est Martine, doctorante en économie et je me spécialise sur l'économie bancaire, particulièrement sur les questions de régulation prudentielle. Donc, on sait que, on connaît l'importance de la banque dans le financement de l'économie. Et donc, le contrôle de l'activité bancaire est donc primordial justement pour que l'économie soit financée. Et nous savons que dans leurs activités, les banques sont confrontées à divers aléas, dont les risques financiers. Et donc, il faut que ces institutions-là, prudentielles, puissent aider les banques à solidifier leurs assises financières et puis à mieux gérer les différents risques bancaires pour le maintien de la stabilité financière et de l'économie en général. D'où l'importance de mon domaine sur les questions de régulation bancaire. OK, merci. Est-ce que tu pourrais peut-être, déjà nous parler de comment est-ce que tu as organisé, toi, tes recherches, bibliographiques en début, en fait, quand tu as commencé à lire? Est-ce que, quelle base de données peut-être bibliographique tu as consultée? Comment tu as choisi tes lectures? Comment tu as classé, en fait, tout ça? D'accord. Alors pour mes recherches bibliographiques, moi, franchement, j'alterne, hein, je ne suis pas limitée. C'est-à-dire que je lis des articles scientifiques, je lis des livres, je regarde également des thèses sur fichiers numériques. Essentiellement, les livres, je les télécharge sur fichiers numériques parce qu'il faut savoir que là où je suis au Gabon, en Afrique, et nous n'avons pas de contrat doctoral. Donc, nous n'avons pas le financement nécessaire pour être dans de meilleures conditions pour notre recherche. Donc, je suis essentiellement dans les supports numériques. Donc, je vais sur des sites pour trouver des références académiques scientifiques telles que Google Scholar, IDEAS, GSTOR, KernInfo, NBR, etc. Il y a plusieurs sites scientifiques. Je lis des articles majoritairement en anglais. En anglais parce que dans le domaine où je suis, donc la banque et la finance, la littérature est abondante au niveau anglophone. Donc, je suis obligée de chercher des articles scientifiques en anglais et je les traduis. Donc, j'ai des articles théoriques que je lis, comme des articles empiriques aussi, qui sont fondés sur les preuves ou les évidences. J'entre dans la bibliographie de mes articles. Je lis des articles pertinents. Et dans ces articles, au niveau de la revue, les auteurs citent également d'autres articles, d'autres auteurs. Donc, je regroupe aussi tous les auteurs qui sont dans les articles que je lis et puis ça me permet d'avoir une littérature encore plus riche. Donc, je disais que je lis aussi d'autres thèses pour m'inspirer dans le fond comme dans la forme, mais surtout pour enrichir aussi ma littérature. J'essaie de faire des recherches assez régulières parce que chaque jour, il y a des articles qui sortent, chaque jour, il y a des nouveaux débats, chaque jour, il y a de nouvelles théories, il y a de nouveaux avis, de nouvelles opinions. Donc, je fais mes recherches de manière régulière. Et
Je voulais juste te demander du coup, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que, tu as été obligé ou non de prioriser tes lectures? Est-ce que tu as fait un classement pour savoir, dans quel ordre tu allais les lire? Ou tu t'es juste, finalement, bah, à un moment donné, finalement, tu as trouvé des choses qui étaient plus ou moins intéressantes avec, bah, ce que tu menais comme recherche et puis tu as lu en fait, au fil? Oui, oui, je fais des classements. Je fais des D'accord. classements. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut comprendre d'abord son sujet. Il faut comprendre son thème, il faut définir les mots-clés, il faut savoir qui on parle. Et c'est à partir de là qu'on aura des orientations dans nos recherches d'articles. Donc, je fais des recherches sur des concepts précis, je les lis, je prends des notes et en fonction de ça, je rédige ma littérature. Et quand tu dis que tu prends des notes, est-ce que tu fais, par exemple, un résumé de ce que tu lis et comment est-ce que quelles traces tu gardes finalement de tes lectures? Ce que je fais, c'est que quand je télécharge des articles, s'il y a des articles à traduire, je les traduis. Mais d'abord, je regarde la pertinence de chaque article. Donc, pour connaître la pertinence de chaque article, je lis le résumé, l'abstract. Donc, je lis le résumé et si le résumé est pertinent ou si c'est en fonction de ce que je recherche, je le mets de côté. Si le résumé n'est pas assez pertinent, je ne le lis pas. Donc, une fois que j'ai tous ces articles-là pertinents, je m'organise maintenant dans la prise des notes. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand bien même la lecture de tout l'article est nécessaire, je lis tout l'article, mais je n'exploite pas toutes les différentes parties de l'article. Ce que j'exploite, c'est la revue, le modèle, la méthode d'estimation et les résultats, les recommandations de cet article. Donc, j'exploite ces parties-là, puis je fais un résumé qui regroupe ces différentes parties exploitées et ça me fait office de note. Donc, j'ouvre un fichier Word, donc je mets le nom des auteurs, le titre de l'article et j'écris le résumé et je le garde. Et je fais ça avec chaque article pertinent en fonction des différentes parties de ma revue. Et est-ce que tu utilises un logiciel pour, gérer ta bibliographie ou pas? Non, je n'utilise pas du tout de logiciel. Je pense qu'on peut le faire sans logiciel. Je prends mes notes sur, je prends mes notes sur Word. Je prends mes notes sur Word, je crée un dossier, je crée un fichier Mmh. que je nomme et puis je regroupe tout à l'intérieur. D'accord. Et bah, une fois tu parlais tout à l'heure de l'écriture, comment est-ce que tu t'es organisée finalement quand tu as commencé à écrire, bah, ta revue de la littérature? Est-ce que tu as tout rédigé, en une seule fois, étalé sur un temps, sur un temps moyennement long? Combien de pages tu as écrit? Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps de faire ça finalement? Je ne pense pas qu'on peut rédiger une revue de littérature en une seule fois. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des différentes théories qui sortent. Chaque jour, il y a les débats évoluent. Donc, je pense que la revue de la littérature, elle se complète à tout moment. Donc, moi, ma revue, elle n'est pas fermée. Parce qu'à chaque fois, je peux compléter. Et c'est pour ça que je disais que je lisais de manière régulière. Parce que demain, je peux avoir pensé boucler ma littérature, mais demain, un nouvel article sort, un article pertinent, et je complète. Je ne fais que compléter la littérature. Donc, je pense que pendant tout le processus de la thèse, la revue de la littérature est à compléter. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai commencé à rédiger? Ben, j'ai rédigé par partie. Donc, j'ai d'abord commencé à lire un peu tous les articles et en fonction des orientations que j'avais eues, j'ai fait un plan composé de deux parties. Et c'est en fonction de mes lectures, ce sont mes lectures en fait qui me guident sur mon plan. Je vais prendre un exemple. Si dans ma littérature, je me rends compte qu'il y a des auteurs favorables à un concept, et je me rends compte aussi qu'il y a des auteurs qui sont plutôt défavorables à ce concept, je vois que le débat, il est assez mitigé, il est partagé. Donc, j'en fais un débat. Donc, quand je commence à prendre des notes, c'est pour une partie, la première partie. Je prends des notes et quand je sens que j'ai assez de notes maintenant,
je me mets à rédiger la première partie. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième partie. Donc tu lis un peu finalement, des thématiques et après tu rédiges en fait chaque thématique quand tu as, fait un peu le tour de ton Voilà, thème, et quoi. c'est pour ça que je disais que je faisais un résumé par article. Donc, les différents résumés, quand je regroupe les résumés, j'en fais une synthèse et c'est plus facile pour moi de rédiger. Et donc ton plan, il est, forcément thématique du coup? Tu vas rédiger en fait, chaque partie une thématique? Oui, oui. D'accord. Mais qui met toujours en lien les différentes variables, enfin les différents mots-clés de mon thème, de mon sujet. Les concepts que tu as finalement utilisés, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. d'accord. Juste, j'ai oublié de te demander, mais du coup, ça fait combien de temps que tu mènes ces recherches sur ton sujet, ton domaine finalement? Alors, je suis en deuxième année de doctorat, mais concernant la revue de la littérature, je l'ai terminée depuis la première année. D'accord. Et hem et est-ce que ta revue de littérature, enfin tu m'as dit qu'elle était, par thématique du coup, mais est-ce que, dans sa globalité, elle répond, à un questionnement ou non? Mon questionnement est dans ma problématique. La problématique qui est une partie différente de la revue de la littérature. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma revue de la littérature ne va pas apparaître de manière directe dans ma thèse. Donc, elle me permet, et c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer par faire une revue de la littérature avant avant de commencer à rédiger sa thèse, parce que la revue de la littérature te permet de comprendre tous les concepts qui ont été développés, abordés autour du domaine étudié. Donc, ça me permet de mieux comprendre le sujet. Mais je ne vais pas prendre ma revue de la littérature pour en faire une partie de ma thèse. Par contre, dans mes différents chapitres, si j'aborde un thème en relation avec des concepts évoqués dans ma revue de la littérature, je peux m'en inspirer, je peux prendre une partie et mettre. Mais la revue de la littérature ne fait pas partie directe de ma thèse. Elle me permet d'abord de mieux comprendre le sujet, de mieux comprendre quelles sont les idées, quelles sont les théories, quels sont les concepts, les débats principaux autour de mon domaine, quels sont les auteurs précurseurs, donc ceux qui ont parlé au début, qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les auteurs actuels. Donc ça me permet vraiment de voir l'ensemble de ma thèse et de mieux comprendre mon sujet. Mais qu'à cela ne tienne, certaines parties de ma revue, je pourrais les mettre dans les différents chapitres. Donc, donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de problématique dans ma revue de la littérature. OK. Et ta revue de littérature finalement, enfin, elle te sert toujours, tu la complètes toujours pour, garder, une réflexion en fait de tout ce qui se passe autour, des choses que tu étudies. Est-ce que tu vas la publier ou non, pas du tout? Ou ça te sert vraiment comme un document de travail ça? Ça me sert comme un document de travail. Si je vais la publier, je n'en ai pas encore pensé, mais ça me permet essentiellement de mieux comprendre et de mieux avancer dans ma thèse. OK. Est-ce que peut-être tu pourrais évoquer, si tu as rencontré ou non des difficultés pendant, tout ce temps finalement de lecture, de bibliographie, d'écriture de ta revue? Comment est-ce que tu t'es sentie, comment tu as vécu en fait cette étape de la thèse? D'accord. Alors, bon, les problèmes rencontrés au niveau de la recherche, je vais essentiellement dire, c'est parce que dans mon domaine, la littérature abondante est dans le milieu anglophone. Moi, je suis dans un milieu francophone, donc après traduire les articles, ce n'est pas compliqué, mais au niveau des livres, ce n'est pas facile. Parce que même lorsque tu as un livre, tu trouves un livre sur le net et que tu le télécharges, pour le traduire en français, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout facile, étant donné que je n'ai pas forcément les financements nécessaires qui me permettent d'acheter des livres fréquemment. C'est essentiellement ça les problèmes rencontrés au niveau de la recherche. Maintenant, concernant les problèmes rencontrés au niveau de la lecture, c'est au tout début.
au tout début de mon année en thèse. Le problème, c'est que je lisais en grand nombre. Qu'est-ce que je faisais? Je pouvais télécharger une affaire de 50, 100, 120 articles. Du coup, je télécharge et je lis. Et je lis en grand nombre et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il ne suffisait pas de tout lire, du coup, pour retenir ou pour comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, excusez-moi du terme, ça fait chier, en fait. Tu comprends pas. Voilà, donc je n'avais pas l'astuce de prendre des notes à chaque fois, je n'avais pas l'astuce d'essayer de faire la différence entre un article pertinent et tout. Et tout ça, enfin, ce sont des astuces que j'ai pu trouver moi-même au fur et à mesure quand j'ai compris qu'il y avait des coquilles, que je ne pouvais pas tout lire du coup, ça ne sert à rien. De toute façon, comme je disais, tu télécharges, tu lis des articles de manière régulière. Donc, ça ne sert à rien de dire que, bon, euh, aujourd'hui, demain, je télécharge un grand nombre d'articles. Après-demain, je ne fais que lire. Non, sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Maintenant, des problèmes rencontrés concernant la rédaction. Je vais plutôt dire que je n'ai pas vraiment eu de problème concernant la rédaction parce que c'est une étape que je vis bien parce que je pense que je suis bien encadrée. Je suis très bien encadrée et il faut que l'encadreur mesure l'impact qu'il a sur son doctorant et sur l'avancement des travaux de son doctorant. Je suis d'avis que lorsque le suivi est bon, les résultats sont meilleurs et les travaux avancent. Donc, je pense qu'un doctorant ne doit pas avoir la prétention de se suffire ou de se vexer ou d'être frustré parce qu'il a voulu rencontrer l'encadreur et l'encadreur n'a pas été disponible, du coup il reste dans son coin. Non, je pense qu'il faut apprendre à aller vers l'encadreur, je pense qu'il faut le booster, le motiver dans nos lectures et insister. Parce que quand tu insistes, tu envoies aussi un signal à ton encadreur et ça montre, ça prouve ta motivation. Et lui aussi, il est motivé à t'encadrer. Et lorsque le suivi est bien fait, tu ne peux pas forcément rencontrer des problèmes dans la rédaction. Et même pas seulement au niveau de l'encadreur, même entre nous-mêmes doctorants aussi, entre étudiants, chercheurs, il est important d'aller vers les autres. Il est important de débattre entre nous, il est important de demander des avis. Ça permet d'enrichir au moins ta culture littéraire, ça te permet aussi d'être moins limité. Oui, je suis d'accord. Puis c'est un peu aussi dans ce sens-là où finalement, j'ai voulu faire des podcasts autour de la revue de la littérature parce que, alors Mhm. je ne sais pas si toi, tu as forcément eu une formation pour cet exercice-là. Mhm. Pas du tout. Je n'ai pas eu de formation. Je me suis jetée. J'ai appris dans le tas. Voilà. Ouais, bah voilà. Donc c'est le cas de beaucoup. C'est le cas de beaucoup finalement, ça ressort et je me suis dit: «Ah ben, finalement, ce serait bien d'interroger des personnes qui ont déjà rédigé cette revue pour un peu démystifier et pour partager également des pratiques» et ce qui m'amène un peu à cette dernière question. Tu as déjà évoqué, les conseils, pour essayer de finalement d'évaluer la pertinence d'un article. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils à partager que tu as appris toi, voilà, du fait que finalement tu t'es jeté dans le vide comme ça et bah, je sais qu'on apprend beaucoup de choses quand on expérimente, par nous-mêmes, donc peut-être que tu as d'autres choses à partager? D'accord. Alors, moi, ce que j'ai à partager, essentiellement certains problèmes. Je faisais beaucoup de procrastination. Ouais, je remettais beaucoup à plus tard ce que je pourrais faire maintenant parce que je me disais que j'avais du temps. Je me disais que j'avais du temps et c'était une erreur parce que je me suis rendu compte que les années en thèse passent très vite. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de retard. Donc, quelle astuce j'ai fait pour éviter justement la procrastination? J'ai commencé à faire des to-do list par semaine en relevant certains objectifs à atteindre en fin de semaine. Voilà, parce que la to-do list permet d'écrire ses tâches, d'avoir l'assurance de ne pas oublier ses tâches, mais surtout de réaliser ses tâches. Et donc de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
Elle nous permet de mieux gérer nos priorités parce que c'est vrai, on est doctorant, mais on a d'autres priorités aussi dans la vie de tous les jours. Mais qu'on soit focus sur le fait que l'objectif premier d'un doctorant, c'est la rédaction de sa thèse et c'est de terminer sa thèse en fonction du temps qui lui a été imparti. Donc, lorsqu'on a quelque chose d'urgent, mais qui n'est pas important, on peut déléguer. Et ça nous permet donc, cette to-do list nous permet d'éviter de procrastiner. Ça nous permet de réaliser nos objectifs plus facilement. Donc toi, c'est beaucoup sur l'organisation finalement, que tu as, Voilà, c'est beaucoup sur l'organisation. Je pense que l'organisation, c'est la discipline, hein. C'est la discipline. On peut faire beaucoup de choses, il suffit d'être bien organisé et puis voilà. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier la rédaction de la thèse. C'est tout. Et le travail, bien sûr. si je comprends bien, si tu pouvais un peu remonter le temps, peut-être que tu t'aurais organisé différemment, au tout début de ta thèse? Voilà, au tout début, lorsque je procrastinais, lorsque je n'avais pas certaines astuces comme le fait quand je téléchargeais tout et j'essayais de tout lire du coup, parce que ça m'a pris énormément de temps. Énormément de temps. Si tu dis que tu télécharges d'abord 100 articles, que tu vas d'abord lire, essayer de comprendre, ça prend du temps. Au final, moi, un temps pas du tout productif parce que lorsque tu lis tout, tout, tout comme ça, tu n'arrives pas à rien retenir en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais fait différemment ou c'est juste l'organisation, toi, qui t'a posé souci? C'est l'organisation et puis, bon, travailler à mon rythme. Je pense que travailler à mon rythme, oui, parce que je pense que chacun doit s'adapter à son propre rythme. Ne pas se laisser influencer par le rythme des autres. Moi, par exemple, j'ai des collègues qui travaillent 8 heures, 20 heures, 8 heures, 21 heures. Et quand j'ai essayé de faire ça, je me suis cassé la tête parce que c'est pas mon rythme. Donc, j'ai essayé de trouver mon rythme à moi. Quel est ce rythme-là qui me rendra plus productive, qui me rendra beaucoup plus efficiente? Du coup, j'ai trouvé mon rythme. Donc, je rédige pendant 2 heures. 2 heures, je lis, je rédige, loin de toute forme de perturbation. Ensuite, je fais une pause pendant 30-40 minutes. Pendant la pause, bon, je peux manger, je peux écouter de la musique, je peux aller sur les réseaux. Franchement, je me vide l'esprit. Dès que je termine la pause, je reprends encore le même rythme. Je travaille pendant 2 heures sans perturbation. Ensuite, je fais une pause. C'est ma méthode de travail. Et je pense que cette méthode-là me correspond mieux et me rend plus efficiente. Donc, chacun essaye de travailler à son rythme et ne pas se laisser influencer par le rythme des autres. OK. Ben, merci beaucoup Martine d'avoir, partagé ton expérience à toi. C'était, un échange très intéressant. Pas de quoi.